peut avoir. Et donc, du coup, évidemment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a une sorte de résonance qui se fait. Bon, donc, et ces spectres de calcul, évidemment, que sont en chaque pays, ils sont spécifiques à chaque zone du monde, puisque les séismes qui arrivent sont différents. Et ce palier, je vous rappelle ce qu'on a vu un peu la semaine dernière, pour ceux qui étaient, sinon, je rappelle la plupart, encore une fois, d'entre vous connaissez ça par cœur, ce palier du spectre, conformément à la réglementation française, elle va jusqu'à peu près 0,6 secondes. Il peut aller un peu plus loin dans la zone des Antilles vers 0,8 secondes. Mais voilà, c'est beaucoup, le palier du spectre est beaucoup plus réduit que dans d'autres zones comme le Japon ou les États-Unis. Encore quelques définitions que je voudrais rappeler. Donc, l'intensité, cette fois-ci, on a évoqué la magnitude, mais il y a aussi l'intensité qu'on évoque lors des séismes. Elle est définie par rapport à un lieu et aux effets produits par ce séisme. C'est quelque chose qui est observé et ressenti par l'homme. Donc, qui provoque, donc finalement, c'est une échelle qui nous montre quels étaient finalement les dégâts, quel est le niveau des dégâts produits, des ressentis des personnes. Donc, c'est quelque chose qui est observé après séisme. Et l'intensité, donc, dépend, encore une fois, donc, du coup, du lieu d'observation des effets causés par le séisme. Et il découle généralement lorsque c'est loin de l'épicentre du séisme. C'est évident, mais varie selon les structures géologiques. Donc, il y a eu plusieurs échelles d'intensité qui ont été définies dans le temps. Il y a celle de Mercalli, la première, qui date de 1902 quand même, et qui a été modifiée en 1956. Il y a l'échelle MSK qui a été créée en 1964 du nom des 3 sismologues européens, Medvedev, Sponhauer et Carney. Et ces 2 échelles comportent 12 degrés. Donc, cette fois-ci, c'est bien cadré, c'est bien défini, de 1 à 12 en chiffres romains. Et le degré 1 correspond aux secousses les plus faibles après un ressenti, alors que le degré 12 aux secousses les plus fortes, c'est qui a entraîné une destruction totale des bâtiments. Et depuis peu de temps, façon de parler, depuis 1998, il y a eu une nouvelle échelle qui a été adoptée par les pays européens, c'est EMS, European Macroseism Scale. Et depuis l'an 2000, la France l'a adoptée également. C'est l'échelle actuelle d'intensité. Et je vais finir avec quelques d'autres définitions. L'aléa, puisqu'on parlait la semaine dernière de la carte d'aléa sismique, c'est l'événement menaçant ou la probabilité d'occurrence dans une région et au cours d'une période donnée d'un phénomène pouvant engendrer des dommages. Donc, ça, c'est la définition un peu mathématique de la chose, de l'aléa. Les éléments exposés aux éléments à risque, c'est la population, les constructions et les ouvrages de génie civil, activités économiques, services et infrastructures publiques exposés à l'aléa. Un élément exposé ayant une valeur constitue un enjeu. Donc, la vulnérabilité sismique, c'est le degré, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le degré de perte de 0 à 100% d'un élément à risque résultant d'un phénomène, dans notre cas le séisme, susceptible d'engendrer des victimes et des dommages matériels. Et le spectre, j'ai déjà évoqué, c'est la représentation de l'accélération subie par une série d'oscillateurs en degré de liberté soumis à un accélérogramme donné. Donc, c'est en gros, encore une fois, ça nous donne l'amplification de l'accélération qui arrive. Des fois, il n'y a pas d'amplification si le bâtiment il a une période très, très longue. Si ça vous intéresse, si quelqu'un intéresse, je peux donner quelques ordres de grandeur pour rappeler un peu les ordres de grandeur des périodes propres des différents bâtiments en fonction des types de structures et des auteurs. Juste par curiosité, la tour la plus haute du monde, la tour Khalifa de Dubaï, qui a 128 mètres, il a les périodes propres dans les 2 directions, les périodes propres fondamentales de 10 et 11 secondes. C'est le maximum que pour l'instant a été atteint dans un bâtiment. Et puisque j'évoque l'aléa, l'élément exposé et la vulnérabilité, si on combine ces 3 éléments, on arrive à faire une analyse de risque. Mais bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui.
Voilà, j'ai fini ce petit rappel de qu'est-ce que c'est les séismes, quelles sont leurs causes. Bon, j'ai trouvé malgré tout intéressant de se rappeler pourquoi on a ces séismes qui arrivent en pied de nos bâtiments. Bon, on peut les avoir. Bon, c'est sûr que, encore une fois, le niveau de sismicité est quand même modéré en France, mais n'empêche qu'on peut avoir, encore une fois, des séismes jusqu'à 5-6 en termes de magnitude. Et d'ailleurs, on se rappelle que dans le mois de novembre 2019, il y a eu un séisme de magnitude d'environ 5 dans la région de la ville de Teil, en Ardèche. Et malgré tout, il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont eu des dommages importants sur un bâti, encore une fois, assez semblable à ce qu'on a à Lourdes et dans les Hautes-Pyrénées, un bâti relativement ancien de pierre, de maçonnerie. Donc, je vais passer au début de notre discussion, notre exposé sur les éléments non structuraux, en rappelant et en vous parlant donc de qu'est-ce qui dit la réglementation parasismique, qu'est-ce qu'il nous demande à faire, quels sont les principes, comment calculer, comment surtout attacher, encore une fois, ces éléments non structuraux à la structure résistante du bâtiment. Donc, les éléments non structuraux ont fait l'objet de traitements spécifiques dans la réglementation parasismique en vigueur. Bon, le fameux arrêté du 22 octobre 2010, qui a été modifié plusieurs fois, et qui s'appuie sur l'Eurocode 8, notamment donc, l'Eurocode 8 parle des éléments non structuraux dans le chapitre 4.3.5. Et on a également élaboré un guide à la FPS pour le ministère de l'écologie, de développement durable et de l'énergie, que j'ai évoqué beaucoup aujourd'hui, puisque je pense que c'est très intéressant et parce que aussi détaille très bien un chapitre qui est relativement petit et pas si clair que ça ou pas si facile à utiliser directement par les professionnels de l'Eurocode 8. Et donc, on a encore une fois réalisé ce guide qui s'appelle Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti, avec les justifications parasismiques pour les bâtiments à risque normal. D'habitude, on s'occupe plutôt dans nos présentations actuelles des bâtiments à risque normal. Donc, dans leur code 8 est spécifié que les éléments non structuraux des bâtiments qui peuvent, en cas de rupture, exposer les personnes à des risques ou affecter la structure principale du bâtiment, ou évidemment aussi l'exploitation des installations présentant des risques particuliers, doivent être vérifiés, ainsi que leur support, en vue de résister à l'action sismique de calcul. Ça, c'est évidemment le début de tout. Et dans le cas des éléments non structuraux de grande importance ou particulièrement dangereux, on va revenir avec plein d'exemples à la fin, l'analyse sismique doit être fondée sur une modélisation réaliste des structures concernées et sur l'utilisation des spectres de réponse appropriés. On n'a pas aujourd'hui le temps de rentrer dans les détails. Il y a ce qu'on appelle les spectres de plancher. Voilà, il y a une théorie entière sur quel spectre, comment faire pour bien appréhender le mouvement, l'accélération, le comportement de ces éléments non structuraux en fonction aussi de l'endroit où ils sont accrochés à la structure et, voilà, et de la hauteur, bien sûr. Du coup, ces derniers sont déduits, ces spectres de réponse appropriés sont déduits de la réponse des éléments de structure formant un support et faisant partie du système sismique principal. L'objectif donc de comportement réglementaire minimum vis-à-vis de risque sismique est d'assurer la protection, comme d'habitude, des vies humaines par le non-effondrement des structures. Donc, on a déjà évoqué ça la semaine dernière. Les règles parasismiques applicables aux bâtiments relevant de la classe à risque normal s'intéressent au comportement de la structure résistante, mais également au dimensionnement des éléments non structuraux, l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. En effet, une prévention parasismique efficace doit considérer les risques induits par ces éléments à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment. En cas de séisme, les éléments non structuraux peuvent en effet occasionner des blessures aux occupants ou gêner leur évacuation. J'ajouterai que des fois, ils peuvent être même plus dangereux que la structure elle-même. Il y a eu plein de cas où les gens ils ont été même tués en sortant de leur bâtiment avec un élément non structurel qui est tombé sur eux. Donc, bon, voilà. Donc, ça reste important, même si
on les appelle non structuraux, ces éléments, mais voilà, il va falloir qu'on attache une certaine importance à la façon de les calculer et surtout, encore une fois, de les attacher à la structure principale. Donc, la réglementation parasismique impose dans certaines zones sismiques et pour certaines catégories de bâtiments le dimensionnement au séisme des éléments non structuraux dans un bâtiment neuf, mais aussi dans un bâtiment existant, à l'occasion des travaux sur la structure, mais également à l'occasion d'ajout ou de remplacement d'un de ces éléments. C'est quelque chose qu'on a évoqué la semaine dernière. Donc, l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe, encore une fois, dite à risque normal, s'appuie sur les dispositions de l'Euroconduite. Bon, voilà, c'est celui qui a sorti en 1er septembre 2005. Et l'Euroconduite étant donc un document conçu pour les différents natures d'ouvrages à risque normal. Ça peut être aussi les ponts, les silos, les bâtiments surtout. Et la partie relative aux exigences sur les éléments non structuraux demandés a été précisée afin de définir les principes de dimensionnement et de vérification propres aux éléments non structuraux du cadre bâti. Donc, c'est pour ça qu'on nous a demandé, on a fait il y a quelques années ce travail. Donc, on a réalisé ce guide qui a, j'espère, bien explicité le champ et les principes de l'Euroconduite dans la partie dédiée aux éléments non structuraux du cadre bâti. Et donc, on a proposé aussi une méthode simplifiée pour l'application des clauses réglementaires. Dans un premier temps, sont définis à partir de la liste d'Euroconduite les éléments non structuraux du cadre bâti devant faire objet d'un traitement parasismique. Et le guide précise dans sa seconde partie les objectifs de comportement, les principes d'analyse et de vérification, ainsi que les paramètres à retenir pour l'application de l'Euroconduite aux éléments non structuraux du cadre bâti. Donc, on va souvent avoir sur les prochaines diapos plutôt les éléments non structuraux notés comme ENS pour simplification. Donc, les éléments non structuraux visés par le guide, donc les éléments constitutifs du bâtiment sont distingués donc, en général suivant la fonction qu'il assure. Je rappelle, c'est les éléments structuraux, murs et planchers par exemple, qui assurent la stabilité et la résistance du bâtiment sous l'effet de charges, que ce soit gravitationnel ou du vent ou du séisme par exemple. Et il y a des éléments non structuraux qu'on traite plus particulièrement aujourd'hui. Ça peut être des cheminées, de cloisons, des éléments de façade, des plafonds suspendus. On verra ça en détail plus loin. Et qui contribuent de façon négligeable à la reprise des efforts dans la structure, malgré tout. Il y a également les équipements techniques qui se caractérisent par des fonctions annexes au clos et couvert, par exemple en assurant des fonctions de confort ou d'exploitation du bâtiment. Et évidemment, vous connaissez tout ça, c'est le chauffage, tout ce qui est éclairage, distribution d'eau, ascenseur. Donc, à partir des définitions du Code civil, les éléments non structuraux peuvent donc être définis comme étant les éléments d'ouvrage, d'équipement du bâtiment, autres que ceux constituant les ouvrages de fondation et d'ossature du bâtiment et autres que les équipements techniques. Donc, dans le guide, je vais vous montrer quelques éléments qu'on a mis dans le guide, quelques tableaux, quelques éléments qui peuvent être intéressants. Donc, on a, en fonction de la typologie d'éléments non structuraux, on a défini les familles des éléments non structuraux visés. Donc, dans le cas de la famille, dans le cadre des éléments assurant la fonction du clos et couvert, on a retenu 3 familles, les éléments de façade, les menuiseries extérieures et les éléments de couverture. Dans le cadre des éléments intérieurs surfaciques, verticaux et horizontaux, on a évoqué les cloisons, les doublages, les plafonds suspendus et les planchers surélevés. Et dans d'autres catégories qui peuvent être retenues, on a retenu les éléments rapportés n'ayant pas de fonction portante, les souches de cheminée maçonnées, les éléments maçonnés et de type acrotère, balustre ou garde-corps. Donc, les équipements techniques ne sont pas considérés comme des éléments non structuraux du cadre bâti, donc on les a exclus dans ce guide en termes de domaine d'application. Mais toutefois, l'équipement technique assure une fonction de clos et couvert des fois, et donc sont par destination à considérer comme les éléments non structuraux du cadre bâti au sens de ce guide. Et un exemple très, très intéressant, c'est les panneaux photovoltaïques. Donc, il y a des cas où ces panneaux intègrent la toiture et donc, du coup, assurent une fonction de clos et couvert. Donc, de ce fait,
forcément, on va considérer qu'ils sont un élément non structurel au sens du guide et au titre des éléments de couverture. Donc, la définition d'éléments non structuraux du cadre bâti est volontairement plus restreinte dans ce guide que j'évoque que les définitions apportées dans le code 8. Donc, encore une fois, c'était la partie 1 et le chapitre 4.3.5 et dans le code 1. En effet, le code 8 traite également des éléments non structuraux et d'équipements techniques non spécifiques au cadre bâti. Donc, nous, dans le guide, on a visé que le traitement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti. Donc, les éléments non structuraux du cadre bâti nécessitant une prise en compte du séisme. Quels sont les éléments, les détails de ça? La définition du périmètre de DNS nécessite une analyse de comportement sismique qui est basée sur l'analyse du risque pour la sécurité des personnes, évidemment. La plupart des cas, deux critères sont pris en compte. Donc, on a retenu deux qui nous semblent les plus importants. La dimension de référence, donc, sauf mention contraire, il s'agit de la distance verticale entre le point haut de l'élément non structurel aux dispositions de fixation et l'aire de chute potentielle, et donc la hauteur, autrement dit, à laquelle cet élément il est accroché à la structure, et la masse surfacique de l'élément. Du coup, on a établi un diagramme masse-hauteur qui permet de définir précisément les éléments pour lesquels une analyse sismique est nécessaire. Donc, pour une dimension de référence inférieure à une hauteur qu'on appelle hauteur limite, H limite, et pour une masse inférieure à une masse qu'on appelle masse limite, M limite, le risque est considéré comme faible et il n'est pas exigé de prendre en compte l'action sismique dans la conception et dimensionnement de l'élément. Donc, ça va être la région 1, finalement, de ces diagrammes. Et dans le cas contraire, donc il y a la région 2, si la dimension de référence est supérieure à la hauteur H limite, ou si la masse surfacique de l'élément est supérieure à M limite. Les éléments, donc, du coup, dans ce cas-là, donc, s'ils se retrouvent dans ces régions 2, doivent faire l'objet d'une prise en compte du risque sismique. Donc, les valeurs H limite et M limite dépendent de la famille d'éléments non structuraux et sont précisés, si besoin, dans le tableau ci-dessus. Donc, rapidement, je vais montrer quelques exemples. Ce tableau donc, fournit le domaine d'application au sein de chaque famille d'éléments non structuraux définis dans ce guide. Donc, par exemple, les éléments de façade. Donc, si la fixation de la structure par liaison mécanique seule, elle est fixée à moins de 3,5 mètres, ce qui veut dire le tableau. Donc, si elle est fixée à moins de 3,5 mètres ou la masse elle est inférieure à 25 km², du coup, on se retrouve dans la zone 1 et on n'a pas à s'occuper. Quand je dis ça, attention, parce qu'on va revenir aussi notamment sur les faux plafonds, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire attention à ce qu'on appelle les avis techniques, par exemple des faux plafonds. Il y a des règles à respecter en zone sismique, donc qu'on ne doit pas oublier. C'est juste qu'on ne va pas faire un calcul spécifique que je vais vous montrer tout à l'heure en détail. Si, par exemple, donc je passe directement dans un deuxième tableau, on a les plafonds suspendus quelque part au milieu. Vous voyez, c'est toujours les 3,5 mètres H limite et la masse toujours à 25 km². N'empêche que, évidemment, il faut respecter chaque fois les dispositions dans différents avis techniques, dans différents documents qui sont produits, qui sont liés à différents éléments non structuraux et qui nous imposent certainement un certain traitement de ces éléments par rapport si on est dans une zone sismique. Donc, d'autres exemples, c'est les menuiseries extérieures. Donc, on dit que les menuiseries extérieures en tunnel et en applique intérieure ou à l'extérieur ou l'extérieur ne doivent pas faire l'objet d'une analyse sismique, à l'exception des menuiseries dont le remplissage sont de surface supérieure à 4 m², de fenêtres juxtaposées. Pour les éléments de couverture, il n'y a pas de limite de masse ni de hauteur, donc tous les éléments de la famille doivent faire l'objet d'une analyse sismique. Les cloisons et doublages, comme les plafonds suspendus, on a les mêmes
valeur pour H limite 3,5 mètres et la même valeur pour la masse limite 25 km². Il y a l'histoire des planchers surélevés avec un H limite d'1 mètre, pas de limitation en masse, les éléments rapportés sans fonction portante, c'est pareil avec un H limite 1,5 et 25 km². Les souches de cheminée maçonnées à H limite d'1,4 mètre, donc il n'y a pas de limitation de la masse par contre. Donc, bon, forcément, puisque c'est un élément qui est très dangereux, on va voir tout à l'heure quelques images. Et les acrotères, balustres et garde-corps maçonnés, pas de limitation en masse ni hauteur. Donc, tous les éléments de cette famille doivent faire l'objet d'une analyse sismique. Un petit rappel sur le périmètre d'application. Donc, c'est l'article 3 de l'arrêté 22 octobre 2010 qui nous dit pour lesquels type de bâtiment il y a la réglementation parasismique est exigée sur les bâtiments, pour les bâtiments neufs. On avait évoqué la semaine dernière qu'actuellement, on commence à appliquer les règles parasismiques à partir de la zone de sismicité 2 et la catégorie d'importance 3. Mais je disais qu'il existe donc des réflexions qui sont en train de mûrir, d'évoluer sur peut-être un changement de ces règles du jeu. Mais d'après les infos que j'ai, ça ne va pas forcément arriver avant 2025 quand le nouveau Eurocode va sortir et les autres Eurocodes d'ailleurs. Donc, bon, pour l'instant, on peut penser que ce tableau qu'on applique aujourd'hui va rester valable encore 2-3 ans. Et pour les bâtiments, dans le cas des bâtiments existants, j'ai évoqué un peu la semaine dernière, l'application des dispositifs parasismiques en cas d'ajout ou de remplacement d'éléments non structuraux est imposée par l'arrêté pour les mêmes catégories et zones définies que celles définies pour un bâtiment neuf. Et on a vu quelques exemples la semaine dernière. Alors, quels sont les principes d'analyse des éléments non structuraux? D'abord, quel est l'objectif de comportement? Quels sont les objectifs de comportement? Dans le cas de bâtiments neufs ou de bâtiments existants faisant l'objet de travaux structurels, les objectifs de comportement visés sont évidemment, encore une fois, la sécurité des personnes et la limitation des dommages en cas de séisme de moindre intensité, cette fois-ci. Le respect de limitation des dommages sur les éléments non structuraux est basé sur la vérification de déplacement inter-étage de la structure, donc, dans ce cas-là, du bâtiment. Et il n'y a pas de vérification à effectuer sur les éléments, sur un élément non structurel à proprement parler, mais sur la structure à laquelle est fixé cet élément. Et encore une fois, très important, leur fixation. Donc, comment on réalise ces fixations, comment on calcule les efforts à introduire dans la vérification de ces assemblages. La limitation de dommages sur l'ouvrage ne signifie pas l'absence de dommages et ne garantit pas la continuité de fonctionnement opérationnel du bâtiment. Pour l'ajout ou l'emplacement d'éléments non structurels dans un bâtiment existant sans autres travaux portant sur la structure du bâtiment, je vous rappelle que le seul objectif de sécurité de personnes est visé. Et on arrive à un petit chapitre intéressant, je ne rentre pas énormément dans le détail, mais je trouve que c'est le cœur, le noyau de ce chapitre, éléments non structuraux en termes de conception, calcul. Donc, je vais vous parler un petit peu quand même. Donc, l'Eurocode 8, il nous parle dans le cadre du chapitre, encore une fois, 4.3.5 et sur l'élément, enfin, sur le paragraphe 2. On nous dit que les effets de l'action sismique peuvent être déterminés en appliquant aux éléments non structuraux une force horizontale FA définie comme il suit. Donc, c'est tout simplement un produit de SA, et ça, c'est le quotient sismique qui est applicable aux éléments non structuraux, on va revenir. Le WA, c'est le poids de l'élément, c'est normal toujours. Hein. Le gamma, c'est un quotient d'importance de l'élément, un peu comme on avait les quotients d'importance dans le cadre des bâtiments, tout simplement. Et on va diviser tout ça par un quotient de comportement QA, mais cette fois-ci, c'est un quotient de comportement de l'élément. Ce n'est pas le quotient de comportement du bâtiment dans son intégralité, c'est le quotient que j'ai évoqué la semaine dernière. Donc, le quotient sismique S il peut être calculé en utilisant l'expression suivante. On nous dit, c'est une expression qui est
un peu intéressante. Il y a un coefficient alpha, on va revenir. Il y a un coefficient S. Et après, il y a le rapport entre Z et H. Z, c'est donc évidemment l'altitude de l'accroche de l'élément non structurel sur le bâtiment, dans le bâtiment, et puis H, c'est la hauteur du bâtiment. Il y a aussi un rapport entre la période propre de l'élément non structurel et la période propre du bâtiment. Et donc, du coup, je disais, alpha, c'est tout simplement, on va dire, un rapport entre l'accélération de calcul au niveau du sol, donc le fameux AG, et l'accélération du pesanteur, ou l'accélération gravité, G. Donc, c'est un rapport par rapport à l'accélération de la gravité G. Le paramètre S, vous en doutez, c'est le paramètre du sol, et les autres paramètres, les autres valeurs TA, T1, Z et H, j'ai déjà évoqué. Donc, on nous dit également que la valeur de coefficient sismique SA ne peut pas être prise inférieure à alpha fois S. Donc, dans le guide, en parlant des coefficients d'importance gamma, on a fait un choix par rapport à ce qui était marqué dans le reconduite, de dire qu'on va prendre dans ce guide le coefficient d'importance gamma égal à 1. Il y avait d'autres valeurs différentes dans mais on a pris une valeur, on va dire, sécuritaire de gamma égale à 1. Et pour le coefficient de comportement, par contre, QA, on a pris les valeurs qui étaient déjà fixées, qui étaient définies dans l'article 4354 de la conduite. Et je vous rappelle ce petit tableau. Ça veut dire qu'on a deux valeurs possibles. On a un coefficient de comportement égal à 1, donc garde-corps, ornement, signalisation et panneau d'affichage, cheminée, mât, réservoir, ce poteau se comportant sur un console non contreventé sur plus de la moitié de leur hauteur totale. Donc, si on prend un coefficient de comportement égal à 1, je vous rappelle, donc, puisque le coefficient de comportement, si on revient à la définition de l'effort sismique, on divise finalement, comme d'habitude, par un quotient de comportement. C'est-à-dire que du coup, on ne diminue pas du tout l'effort sismique. Ça va être tout simplement le produit entre SA, WA et gamma A. Alors que si on prend un quotient de comportement égal à 2, c'est un peu comme on fait dans le bâtiment, quand on est un peu la limite haute de la classe d'utilité limitée, la DCL. Donc, dans ce cas-là, si on peut prendre un quotient de comportement de 2, mais cette fois-ci, encore une fois, c'est le quotient de comportement local de l'élément structurel. Eh bien, on peut accepter un quotient de 2 pour plusieurs familles, pour le mur de façade intermédiaire, pour les cloisons et façades, pour les cheminées, mailles, réservoirs sous poteaux se comportant en console non contreventés sur moins de la moitié de leur hauteur totale ou contreventés ou bannis à la structure au niveau au-dessus de leur centre de gravité. Donc, il y a une exception par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et les éléments de fixation des meubles lourds, des bibliothèques supportées par les planchers, et les éléments de fixation des faux plafonds et autres dispositifs léchés de fixation. Donc, d'autres paramètres, c'est quelque chose que vous connaissez évidemment très bien. Il y a l'accélération de calcul, la AG, qui, je rappelle, c'est tout simplement le produit entre AGR et le quotient de comportement. Donc, ça dépend des catégories d'importance du bâtiment. Et quand j'évoquais tout à l'heure le rapport, la valeur de alpha, c'est tout simplement le rapport entre AG et G. Encore une fois, G en étant l'accélération du pesanteur. Donc, du coup, si on croise les différentes zones sismiques avec les catégories d'importance, on voit que ça varie finalement ce coefficient entre 0,84, donc un peu moins de 1, et ça peut arriver jusqu'à 4,2 en combinaison maxi, zone sismicité 5, donc chez nous, avec un bâtiment d'importance 4. Donc, ça, c'était l'accélération AG. Plutôt, ce n'était pas l'alpha.
Par contre, il y a également, je rappelle, le coefficient S qui rentre dans le calcul. Et le calcul, vous vous rappelez, c'est le coefficient de sol. Il y avait les 5 catégories les 5 classes de sol possibles, de A à E. Je rappelle, de moins en moins, un sol de moins en moins bon, et de A en allant vers E, du rocher jusqu'à un sol vraiment pas bon en E. Et donc, je vous rappelle également que ça varie en fonction des zones, c'est-à-dire en métropole, 1 à 4, ça varie entre 1 et 1,8. Et dans la zone 5 aux Antilles, par exemple, c'est de 1 jusqu'à 1,4. Du coup, vous avez vu, il y a un autre élément qui rentre en compte, donc c'est le rapport entre la hauteur réelle de l'accroche de l'élément non structurel, Z, et la hauteur totale du bâtiment par rapport à sa base. Donc, effectivement, on voit la variation un petit peu, et on a mis une sorte de graphique avec l'influence des éléments du niveau à lequel l'élément non structurel est accroché par rapport à l'effort sismique qu'on calcule derrière. Et il y a le rapport, il y a l'influence aussi, un petit graphique aussi sympa, avec le rapport des périodes de l'élément non structurel et de la structure. Donc, c'est le fameux rapport entre la TA et T1. À se rappeler que la période propre de l'élément non structurel, ce n'est pas si évident à calculer, alors que, je disais, la période propre T1 du bâtiment, on arrive plus facilement, que ce soit par le calcul, d'une manière évidemment approchée, dans laquelle souvent, justement, les éléments structurels que je vais évoquer tout à l'heure plus en détail, notamment les remplissages, ils ne rentrent pas vraiment dans le calcul, on ne les prend pas dans le calcul. Ou alors, on peut, encore une fois, avec l'aide des capteurs, déterminer la période propre réelle du bâtiment. Donc, on a proposé dans le guide une méthode enveloppe pour le calcul des efforts, notamment dans les fixations, en simplifiant un petit peu la façon de calculer, notamment encore une fois, en évitant de se poser la question de la période propre de l'élément structurel, et en se mettant dans les situations les plus difficiles, les plus hautes possibles. Ça veut dire qu'on a pris pour le sol de classe E, encore une fois le moins bon, le plus faible. On a considéré que, pour simplifier, vous vous rappelez la formule qui était un peu complexe, on a simplifié en disant qu'est-ce que ça peut être le pire. Le pire, c'est que l'élément non structurel, il est accroché au plus haut possible dans le bâtiment, quasiment en haut du bâtiment. Et on a considéré que le pire, c'est quoi? C'est avoir résonance entre les deux périodes, la période propre de l'élément non structurel examiné et la période propre du bâtiment. Donc, du coup, on a pris TA égale T1. Donc, du coup, vous vous rappelez dans la formule qu'on a vue tout à l'heure, quelque part par là. Voilà, mais du coup, on simplifie un tout petit peu parce que là, ça va devenir 1 et là, ça va devenir 1 également. Donc, du coup, ça va devenir 0 ici. Donc, on va un tout petit peu simplifier. Donc, vous allez voir qu'on obtient des formules qui sont relativement sympas. Donc, du coup, dans cette approche simplifiée, on a dans les zones de sismicité 2, 3 et 4, FA, finalement, vous voyez, on a un produit de 1,8 AG divisé par G, ainsi de suite. Donc, on obtient K fois WA, encore une fois, un coefficient KA et par rapport au poids. Donc, autrement dit, on va établir un pourcentage de la masse pour obtenir l'effort sismique. Ce que j'ai fait moi, encore une fois, en travaillant dans le contrôle technique, j'ai établi des valeurs approchées sur ce que j'appelle le coefficient sismique, ça veut dire tout simplement le rapport entre l'effort horizontal et le poids du bâtiment. Et donc, du coup, la valeur approchée, c'est AG fois le poids, enfin la masse de l'élément divisé par le coefficient de comportement. Et dans la zone 5, voilà, c'est un petit peu différent, mais c'est la même procédure. Et du coup, pareil, si on revient sur la zone 1,
Donc, si vous voulez 1,8 fois 5,5, ça fait à peu près 9 divisé par G, donc ça va faire 1. C'est pour ça qu'on arrive à G, WA divisé par K. Et là, c'est 1,4 fois 5,5, ça fait à peu près 0,08. Donc, voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le plus intéressant que je trouve, c'est les tableaux qui y suivent. Donc, ces deux tableaux. Hein. Donc, en fonction de la zone de sismicité, de la catégorie d'importance du bâtiment et du quotient de comportement, donc c'est des tableaux qui ressemblent beaucoup à ce que je présente moi chez mes collègues qui font du contrôle, donc pour avoir des ordres de grandeur. La même chose, on voit ici pour les éléments non structuraux. Ça veut dire qu'en fonction encore une fois, de la zone de sismicité, de la catégorie d'importance, en considérant, je vous rappelle, un sol très mauvais, type E, et en considérant que l'élément non structurel il est attaché au point le plus haut du bâtiment et que les périodes propres de l'élément non structurel et la période propre du bâtiment sont très proches, presque en résonance, eh bien, on obtient encore une fois, moi j'appellerais ça des quotients sismiques. Donc, on voit que, par exemple, dans le cas d'un quotient de comportement de 1, le quotient sismique varie entre 0,85 et 3,3. Ça veut dire entre presque le poids propre, le poids de l'élément et jusqu'à 3,3 fois le poids de l'élément. Et si on divise par 2, ben, ça divise par 2 jusqu'à 1,65. Hein. Donc, autrement dit, on a un ordre de grandeur très facilement calculable de qu'est-ce qu'est l'effort sismique en fonction de toutes ces combinaisons de cas, pour vérifier les ancrages et le mode d'accrochage de l'élément non structurel sur la structure portante du bâtiment. Donc, c'est assez intéressant. On voit que dans les pieds des cas, encore une fois, avec un quotient de comportement 1, dans les zones de sismicité 5 et avec un bâtiment de catégorie d'importance 4, on peut avoir jusqu'à 3,3 fois le poids de l'élément comme effort sismique. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer rapidement sur qu'est-ce que nous dit la réglementation, qu'est-ce que nous demande la réglementation, que ce soit l'Euroconduite qui parle pas beaucoup, mais un peu quand même, et ce qu'on a, j'espère, réussi de faire dans le guide à la FPS, c'est-à-dire détailler un peu plus et nous donner des ordres de grandeur qui sont très, très intéressantes et sécuritaires, notamment pour vérifier les accrochages, les attaches de ces éléments sur la structure principale. Et je veux finir la présentation d'aujourd'hui avec les dommages sismiques aux éléments non structuraux, un peu comme j'ai fait la semaine dernière aussi. Je vais essayer de vous partager un certain nombre de photos, encore une fois, que j'ai trouvées dans les rapports des missions parasismiques ou dans les rapports des experts reconnus en France, et qui sont, je pense, assez intéressants. Donc, encore une fois, on désigne par les éléments non structuraux les éléments de l'ouvrage qui n'ont pas une fonction porteuse, mais sous sollicitation sismique, qui peuvent, selon le cas, ou subir des déformations préjudiciables, encore une fois, tout ce qui est vitrage, tout ce qui est cheminée. Ils peuvent être désolidarisés de la structure et présenter un danger. Ils peuvent être arrachés, projetés, et leur ancrage initial n'étant du coup pas certainement adéquat. Donc, dans le cas des missions post-sismiques réalisées par l'AFS et d'autres missions réalisées par des experts internationaux, on peut trouver une typologie des éléments non structurels qui est légèrement différente par rapport à ce qu'on a vu dans la réglementation, mais proche quand même, pour lesquels les comportements lors du tremblement de terre a été étudié. Donc, je vous propose une nouvelle petite liste. Les éléments de façade, donc bardage, parement, claustrat, brise-soleil, bandeaux, éléments décoratifs. Les éléments de toiture, donc tout ce qui est couverture acrotère, les cloisons, les planchers autres que porteurs, donc combles inaccessibles, les plafonds suspendus ou rigides, les revêtements de murs, donc tout ce qui est faïence, habillage, les revêtements de sol, tout ce qui est carrelage, parquet, les cheminées et les vitrages.
Donc, le comportement des éléments non structuraux sous séisme fait souvent apparaître deux types de désordres. C'est très, très logique, je dirais, rien d'extraordinaire, sur l'élément lui-même ou à la liaison avec la structure. Donc, au niveau des désordres sur l'élément, il peut y avoir des ruptures par défaut de contreventement. Donc, par exemple, c'est le cas des cloisons légers ou de maçonnerie. On peut avoir une rupture par défaut de chaînage et de confinement, en cas de maçonnerie. Et on peut avoir des désordres, encore une fois, sur la liaison. Donc, chute, rupture par défaut de fixation, d'allumage et d'ancrage dans les éléments de génie civil, donc tout ce qui est caractéristique d'équipement. Et on peut avoir également chute, désolidarisation, rupture par insuffisance de ductilité par rapport à la structure principale, tout ce qui est lié, par exemple, au faux plafond. Donc, quelques petits schémas là, on voit que les déformations excessives des structures sont extrêmement préjudiciables pour les éléments non structuraux. Donc, on a des fissures très, très caractéristiques, ce qu'on appelle annexes, dans les panneaux qui sont coincés entre une structure porteuse, par exemple. Donc, tout ce qui est en particulier cloison, ça peut être les vitrages, ça peut être les éléments de façade. Et donc, du coup, ils peuvent subir des déformations permanentes, donc la réparation est souvent impossible et voire même dangereux. Je donne un exemple que vous connaissez tous. Dans tout ce qui est mur rideau, on peut avoir des panneaux qui sortent de leur feuillure, et s'ils sortent de leur feuillure, ils tombent, ils peuvent faire extrêmement mal s'ils tombent d'une hauteur assez importante. Donc, je vais vous montrer un certain nombre de photos que je trouvais dans ces rapports, des dommages sismiques subis par les éléments non structuraux. Donc, il y aura trois grandes familles, les éléments extérieurs de façade avec les éléments de façade lourde, de façade légère et les vitrages. Il y aura après la famille des éléments décoratifs de façade et divers, donc tout ce qui est bandeaux, acrotères, claustrables, isolés et autres éléments décoratifs. Je vais parler des couvertures, des cheminées et clochers. Et puis, pour finir, avec des éléments intérieurs comme les cloisons, tout ce qui est mode de remplissage et les plafonds suspendus. Donc, je vais commencer par les éléments extérieurs de façade, avec des éléments de façade lourde. Là, par exemple, c'est une photo qui a été prise suite à la mission que l'AFS a réalisée après le séisme d'Aquila en 2009. Un collègue à nous qui s'appelle François Dunant. On voit des dégâts assez importants, ces éléments-là. Je vous rappelle le système italien de réalisation de séparation extérieure avec une paroi double paroi, quoi, une paroi extérieure, un pot extérieur, un pot intérieur, fixé entre les éléments de structure avec vide de l'air entre les deux, donc qui fonctionne très bien, bien sûr, en termes de protection thermique, mais qui, évidemment, lors d'un séisme assez important, je vous rappelle qu'Aquila, c'est la magnitude de mémoire, je crois que c'est l'entour de 6,3, donc c'est quelque chose qui peut être assez similaire du maximum qu'on peut avoir nous en France, surtout sur la Côte d'Azur. Ça, c'est un exemple, plusieurs photos que j'ai prises moi-même lors de la mission en Italie, à Matrice, suite au séisme de 2016, que j'évoquais également la semaine dernière, hein, avec des dégâts assez importants sur des immeubles assez récents en structure en béton armé, mais avec ces doublages et puis ces remplissages, ces façades en double paroi. C'est sûr qu'on peut avoir un double discours là-dessus, ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de dégâts, il y aura beaucoup de réparations à faire, mais malgré tout, moi j'ai un avis qui est évidemment pas partagé par tout le monde, mais je trouve que malgré tout, quelque part, ces éléments, ils ont joué un rôle finalement de protection, finalement, éléments fusibles, puisque du coup, la structure du bâtiment, elle est intacte. On ne voit pas bien peut-être dans ces photos-là, mais je vais voir d'autres photos peut-être, mais où on voit que la structure principale, c'est des poutres-poteaux, c'est typiquement en Italie, le système poutre-poteau en béton armé, a fonctionné bien finalement. Donc, bon, c'est sûr qu'on peut avoir ces deux discours, il y a beaucoup de dégâts, mais n'empêche que la structure reste debout et n'est pas vraiment abîmée à la structure principale. Donc, bon, je trouve que ce n'est pas trop mal.
D'autres photos que j'ai prises également en Italie après le séisme de Matrice. Je vous rappelle que c'était un séisme assez meurtrier puisqu'il y a eu quasiment 300 personnes mortes, donc, dont 200 à Matrice. Donc, bon, c'est quelque chose d'assez impressionnant, avec des intensités que j'évoquais tout à l'heure, de l'ordre de 8, 9, avec une zone tout entière du centre de Amatrice presque tout effondrée, rouge, une zone rouge complètement. Donc, de nouveau, des photos d'Amatrice. J'ai mis juste deux photos. Je vais parler plus dans le webinaire concernant les structures métalliques et leur comportement. De la même manière, on a donc une structure très intéressante, sans rentrer trop dans les détails, métalliques, avec des remplissages en maçonnerie, qui, de nouveau, a beaucoup de dégâts en termes de ces éléments non structuraux. Mais je montrerai des photos, plus de photos lors du webinaire concernant les structures métalliques. La structure s'est très bien comportée. Bon, quelque part, encore une fois, ça a fait un petit peu un élément, ces éléments non structuraux, ils ont fait finalement une sorte de fusible pour le bâtiment. D'autres types de dommages de ce type d'éléments structuraux lourds de façade, cette fois-ci, on revient de nouveau à Aquila, de nouveau à la mission sismique de la FPS et à notre collègue François Dunant. La même chose là, avec, vous voyez, quand même des destructions assez importantes de ces panneaux-là sur des bâtiments quand même assez récents, de nouveau en structure poutre-poteau, béton armé. Évidemment que vous voyez les dégâts qu'ils peuvent produire en tombant ces éléments. Donc, heureusement que ce sont tombés que sur les voitures, si on peut dire ça. Il n'y a que de la tôle, donc c'est déjà ça. De nouveau, une autre photo, lors du même séisme, on voit la peau extérieure du bâtiment qui est partie, et on voit la maçonnerie qui est entre la deuxième peau qui est à l'intérieur, qui est coincée entre les poteaux béton, qui a l'air d'avoir souffert un peu moins. Une autre photo, toujours prise par notre collègue François Dunant, mais cette fois-ci une mission à Haïti en 2010. Un tremblement de terre, comme vous le savez, qui était très fort. D'autres exemples d'autres rapports de missions parasismiques avec d'autres dégâts assez importants. De nouveau, on revient en Haïti en 2010 avec des destructions assez importantes, bon, pas seulement des éléments non structuraux, mais dans ce cas-là du pignon d'un bâtiment. La même chose cette fois-ci en Algérie, après un autre très fort séisme qui a eu lieu à Boumerdès en 2003, de nouveau en utilisant les rapports de l'émission post-sismique de la FPS. Cette fois-ci, un peu plus léger, mais quand même des dommages suite, vous voyez, un séisme qui n'était pas très fort de mémoire, pareil, en autour de 5, à Lorca en 2011 en Espagne. Et malgré tout, il y a eu quand même des dégâts assez importants. Là, c'est un exemple, cette fois-ci, toujours en Italie, mais après le séisme d'Émilie-Romagne en 2011, en utilisant de nouveau les rapports d'émissions pas-sismiques, on voit des défauts de liaisonnement entre les éléments lourds de façade et la structure. Si on voit un petit peu un zoom la liaison, bon, c'est sûr que l'idée était bonne pour les réglages d'avoir ce qu'on appelle un trou oblong, mais là, il était trop limite. Là, évidemment que était sous-dimensionné, l'élément était sous-dimensionné. D'autres exemples, après de nouveau le séisme de Lorca en Espagne, pas très fort encore en termes de magnitude, mais quand même assez important comme dégâts. De nouveau, une autre photo sur après le séisme de Émilie-Romagne. Là, on passe sur des éléments de façade légère. J'ai utilisé des photos que j'ai trouvées d'un grand expert
qu'on a en France, M. Milan Zacek, qui est architecte et qui a pris des photos où il les a trouvées après un séisme d'Alaska en 1964 aux États-Unis pour montrer que quand même là, on peut avoir également des dégâts très importants sur ces façades vitrées et encore une fois, ça dépend de quelle hauteur les panneaux vitrés tombent, mais peut faire très mal. D'autres types de panneaux de façade plus légers, mais quand même qui, vous voyez, produisent beaucoup de dégâts. Cette fois-ci, c'est suite à une séisme de Niscali en 2001 aux États-Unis, que j'ai trouvé sur notre experte qu'on a en France et de nouveau architecte qui s'appelle Patricia Balandier. Donc, c'est très intéressant de voir que même si un panneau qui semble bon, pas si lourds, mais ils font beaucoup de dégâts quand même. De nouveau, la même chose, de nouveau, une façade légère qui se détache dans l'entrepôt. Notre séisme, toujours aux États-Unis, à Coalinga, en 1983, de nouveau, que je trouvais un rapport de M. Zacek, Milan Zacek, donc très important, très intéressant. De nouveau, des dégâts, mais avec des chutes, des habillages de façade. De nouveau, on revient à Bourg-Médès en Algérie en 2003, suite donc, voilà, à la mission post-sismique qu'on a réalisée là-bas. Cette fois-ci, c'est quelques images sur voilà, des dégâts qui ont été produits par le séisme de Tohoku 2011. Vous vous rappelez que c'est un séisme très fort qui a eu lieu en Japon. J'ai trouvé ça dans un rapport de nos collègues experts japonais. De nouveau, des grandes entendues. Cette fois-ci, on est au chapitre vitrage. Donc, de nouveau, trouvé dans les rapports de M. Zacek, c'est Smith en Turquie. De nouveau, on va au Japon suite au séisme de Tohoku 2011, de nouveau des dégâts dans les vitrages. Et également, la même chose, avec dommages partiels, mais quand même assez important, de ces vitrages au Chili, après le séisme de Mol 2010, de nouveau un séisme très fort. De nouveau, toujours Mol en Chili, en 1960. Cette fois-ci, on est dans les éléments décoratifs de façade et divers, bandeaux et accrotères, de nouveau des dégâts très importants. Toujours dans les sources de M. Zacek. Cette fois-ci, on est de nouveau à Aquila avec des consoles verticales complètement cassées. Donc, avec Pascal Perrotin, de la FPS, qui a pris cette photo suite à la mission post-sismique de 2009. Cette fois-ci, là, la chute de débord de toiture en béton, donc en porte-à-faux, très importants dégâts, comme vous le savez, de nouveau, suite au séisme de 2010 en Haïti. Les mêmes choses, mais on voit sur la même photo, d'une part, les bandeaux de façade qui sont des éléments non structurants en béton armé soumis aux intempéries et des dégâts plus modérés au niveau de l'accrochage de la structure, quand même qui est fortement fissurée, mais qui peuvent donc provoquer quand même entraîner la chute des bandeaux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans le rapport de la mission post-sismique FPS 2004 suite au séisme de Sainte, donc 28 novembre 2004. De nouveau, d'autres photos d'endommagement, chute de parapet et frontons à la maçonnerie suite au séisme d'Émilie-Romagne en 2012 en Italie, toujours trouvé dans les rapports de mission post-sismique. Cette fois-ci, on va passer à la famille Claustra, Brissolé et d'autres éléments décoratifs. N'empêche que peut produire, comme vous voyez, des dégâts assez importants. Bon, c'est encore une fois un séisme très important qui a eu lieu en Haïti en 2010, de nouveau que j'ai trouvé dans l'émission post-sismique FPS. La même chose, toujours suite au séisme d'Haïti de 2010, toujours notre collègue François Dunant a pris cette photo.
La même chose, toujours Haïti, toujours les claustras détruits par le séisme en 2010. Cette fois-ci, on voit une image qui est assez intéressante puisque les dégâts ne sont pas énormes, mais il n'empêche qu'il y a des brises métalliques, brisolées métalliques qui sont dans une position très, très instable et que, voilà, évidemment qu'il faut vite les enlever pour ne pas tomber et faire des blessés, notamment si, voilà, je crois que c'est dans un collège, donc après, donc c'est le séisme, suite au séisme de Sainte de 2004, donc ils peuvent provoquer vraiment des gros dégâts, même si effectivement ils ne sont pas très lourds. Mais c'est une lame métallique finalement, une hauteur importante. D'autres exemples de brise-soleil, de perte de support de brise-soleil qui ne sont pas assez bien encastrés dans le mur. Donc, on revient en Italie suite aussi d'Émilie-Romagne, photo encore une fois prise par notre collègue Pascal Perrotin. De nouveau, on revient aux Antilles, mais suite au séisme du Martinique de 29 novembre 2007, on voit de nouveau c'est un bâtiment de la Poste avec des chutes d'une lame décorative en béton, donc avec un impact important sur les voitures. Heureusement qu'il n'y avait personne qui passait par là. Donc, de nouveau, en utilisant une photo du rapport la mission prosismique conduite par Pascal Perrotin. D'autres images de claustras partiellement endommagées, un petit peu moins endommagées, mais quand même, suite de nouveau au séisme important d'Haïti de 2010, toujours une photo de notre collègue François Dunant. D'autres exemples sur voilà, de nouveau le séisme de Martinique de 2007, avec, on voit à gauche des éléments de façade qui présentent une très grande fragilité, zone dangereuse pour les piétons, et on voit également un peu plus bas les dégradations des liaisons entre les éléments de façade. D'ailleurs, c'était un bâtiment qui appartenait à la Société Générale, à la banque Société Générale, et toute cette façade a été démontée après. Donc, je pense que c'était une mauvaise idée de faire ça. Et c'est bien qu'ils l'ont démonté après. Oui. On voit aussi en zoom à droite le détail de dégradation de ces liaisons. On passe aux couvertures, donc, et on revient en Italie après le séisme d'Aquila 2009, avec des ruptures de fixation, déplacements importants et destruction des tuiles. Voilà, c'est aussi une suite importante à la structure en maçonnerie des bâtiments. Encore une fois, un séisme de magnitude assez proche de ce qu'on peut avoir un jour de nouveau en France. Et c'est de nouveau notre collègue Pascal Perrotin qui a réalisé cette photo. On a une autre image qui montre des dommages importants. Ce n'est pas seulement la toiture en verre, mais les structures métalliques de type treillis, et elles sont bien déformées. Et voilà, donc je suppose qu'elles n'étaient pas assez bien dimensionnées par rapport au séisme de Mol 2010, et puis certainement pas bien dimensionné du tout. Mais bon, c'est vrai que c'est un séisme très fort. On a eu donc en 2010 au Chili. C'est des photos que j'ai trouvées dans un rapport de la société RMS après l'événement. On a de nouveau notre photo des pertes de dommages des éléments de toiture sur l'élément résidentiel, donc suite au séisme de Niigata en 2007, donc, dans un rapport de M. Scotti. De nouveau des images, cette fois-ci une image qui concerne les dommages aux liaisons des éléments de toiture. De nouveau après un séisme en Italie, cette fois-ci Émilie-Romagne, donc de nouveau un rapport d'émission pas sismique de l'FPS. On voit, cette fois-ci, on est dans la famille des cheminées clochers, de nouveau des images assez impressionnantes, mais à gauche, on voit qu'il y a une rupture de fixation de la cheminée extérieure, et après, à droite, la cheminée est complètement tombée, donc il y a un défaut d'ancrage. De nouveau, une photo prise par M. Milan Jacek.
On a un exemple de cisaillement de conduite de cheminée, donc c'est quelque chose de très, très classique sur ces cheminées, avec une possibilité évidemment de tomber et de faire mal à quelqu'un qui passe par là. C'est suite au séisme d'Aquila, donc 2009 de nouveau. On voit des fissures très importantes. Cette fois-ci, c'est la maçonnerie du clocher, toujours suite au séisme d'Aquila 2009. Et de nouveau, une photo prise par notre collègue François Dunant suite à la mission post-sismique. Cette fois-ci, un dommage partiel de la cheminée après un séisme qui a eu lieu à San Simón, en Californie, en 2003. Et de nouveau, on a un rapport, j'ai trouvé cette photo dans un rapport mission RMS, Post-Event Report. On va continuer par des éléments intérieurs. Cette fois-ci, les cloisons et murs de remplissage. On s'approche de la fin de la présentation, mais là, on voit quand même des fissures très, très importantes en X sur les différents cloisons. Donc, les deux sont des photos prises lors du séisme, enfin, après le séisme de Boumerdès, de nouveau en Algérie en 2003, réalisé lors de notre mission post-sismique de là-bas. On voit quand même de nouveau que malgré tout, la structure porteuse du bâtiment, poteau, poutre, béton, semble bien se comporter. Hein. La même chose, toujours après le même séisme, et toujours dans un rapport à la mission post-sismique, on voit des destructions complètes des cloisons, mais encore une fois, sans conséquence sur le poteau, suite à une déformation importante de la structure. Donc, bon, là, peut-être qu'il y a quand même trop de cloisons qui sont abîmées, mais bon, je ne peux pas m'empêcher de dire que quand même, au moins, la structure reste debout. Mais évidemment, là, c'est un peu quand même trop de dégâts. Et bon, là, c'est quand même peut-être, malgré le fait que c'est un séisme très important, peut-être trop. De nouveau, des photos des chutes de cloisons en maçonnerie. Je reviens de nouveau en Aquila, après le séisme d'Aquila en Italie. Toujours François Dunant qui a pris ces photos. On voit quand même des dégâts importants sur ces cloisons. La même chose, toujours en Italie, toujours après le séisme d'Aquila en 2009. La même chose, toujours des chutes importantes de cloisons et quand même des dégâts assez importants qu'on peut voir sur la photo, toujours prise par François Denon. La même chose, de nouveau, des cloisons en maçonnerie, on le voit un peu moins bien derrière les meubles, mais on le voit quand même. La même chose, donc éclatement et fissuration de cloisons en maçonnerie assez important. Il y en a à gauche qui sont complètement effondrés et sur la photo de droite, il y a des fissures en X très importantes. La même chose sur des photos prises après le séisme de Sainte le 28 novembre 2004. On voit les fissures à 45 degrés dans les cloisons. Et la même chose après le séisme de Martinique de 2007. La même chose, mais donc toujours des fissures très importantes dans un mur intérieur, la maçonnerie, mais suite au séisme d'Haïti, de nouveau en 2010. De nouveau, François Dunant qui a pris cette photo lors de la mission post-sismique. Là, on passe à la dernière famille, le plafond suspendu. Donc, on voit des faux plafonds non contreventés qui sont vraiment effondrés partout. Et j'ai trouvé ça dans un rapport de notre grand expert français qu'on a, M. Victor Davidovici. La même chose des chutes de plaques de plafond suspendues lors de notre séisme qui a eu lieu au Salvatore en 2001. Donc, c'est de nouveau Patricia Balandier qui a eu cette photo. De nouveau, les chutes de faux plafonds suspendus avec la rupture des éléments de suspension, donc quelque chose de très classique. C'est après le séisme de Molle 2010 en Chili. On revient à Haïti, donc chute de faux plafonds en plaques de bois clouées sur une structure porteuse en bois. De nouveau, une photo prise lors de la mission post-sismique par François Dunant.
La même chose, toujours suite au site de Haïti, et toujours François Dunant a pris ces photos. Cette fois-ci, on voit des chutes de faux plafonds très importantes, mais suite au séisme de Tohoku, de nouveau en 2011, Japon. Donc, c'est des photos que j'ai trouvées dans le rapport de la société d'ingénieurs japonais BNI. De nouveau, des chutes de faux plafonds et des blocs de luminaires. Donc, vous voyez, avec une ampleur assez importante. Et pourtant, c'est après le séisme d'Aquila en 2009, avec voilà, une magnitude relativement modérée, mais quand même assez importante qu'on peut avoir dans toute cette histoire. De nouveau, une chute, mais cette fois-ci un peu partielle, on va dire avec une ampleur moins importante, des faux plafonds en bois suite de nouveau à des problèmes de fixation du plafond suspendu, donc suite au séisme de Môle 2010 au Chili. La même chose suite au séisme de Tohoku 2011, donc au Japon, une surface assez importante quand même d'éléments de faux plafond qui sont tombés. Et enfin, une dernière photo, je crois, qui concerne les mêmes problèmes et suite au même séisme de Tohoku 2011, le Japon, voilà, de nouveau les problèmes de fixation de ces éléments de faux plafond. Et là, j'ai fini. Donc là, j'ai mis une photo voilà, pour montrer le fait qu'on peut avoir ce qu'on appelle des murs rideaux, donc des façades légères vitrées de grande hauteur et des valeurs très importantes en termes de portée et dimension. Et voilà, donc là, c'est sûr qu'on a des gros soucis pour les bien les accrocher et faire une liaison qui peut accepter un déplacement des structures, souvent si c'est métallique, assez importante par rapport à ce que le verre peut encaisser. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas trop animé. Je vous remercie pour être là et m'avoir écouté. Merci, Monsieur Ballieu, donc, pour cette présentation qui nous a permis de revoir un peu les effets des séismes sur les bâtiments et notamment les effets sur les éléments non structuraux et avec beaucoup de photos qui ont permis d'illustrer les dégâts qui pouvaient être générés par un tremblement de terre. Donc voilà, on a eu plusieurs questions. Donc si on n'a pas le temps de toutes les traiter, on vous transmettra donc à l'ensemble des participants l'ensemble des réponses dans les jours qui suivent. Et voilà, donc on va commencer avec une petite question qui reprend un peu un petit principe de la réglementation. Quels sont les critères qui ont permis de fixer ou de calculer les coefficients d'importance du bâtiment en zone sismique? Disons que je ne sais pas trop vous répondre à cette question. C'est des coefficients que l'administration a fixés, mais suite à des rapports des experts qui, comme d'habitude, on doit trancher dans des commissions avec des valeurs. C'est comme les coefficients de comportement qu'on a attribués à différentes catégories de ductilité globalement pour les bâtiments. Mais je pense que si on regarde bien, on essaye de faire relativement simple avec des valeurs qui sont, enfin, je dirais, il n'y a pas énormément de valeurs, mais qui sont quand même relativement compréhensibles par rapport au danger que un type d'éléments non structuraux peut produire par rapport à d'autres. Donc, je pense qu'on peut les comprendre facilement. Après, c'est toujours pareil, hein, on est obligé, quand on essaie de modéliser, de traiter des sujets, de prendre des valeurs forfaitaires. D'accord. Merci pour cette précision. Ensuite, on a une autre question concernant les escaliers cette fois, à savoir si ça faisait partie des ENS, donc des éléments non structuraux, ou si c'était un élément de structure et quels étaient les principes de bonne mise en œuvre parasismique. En résumé, j'imagine que vous ne pourrez pas rentrer dans le détail. Non, bien sûr, mais l'escalier, en principe, c'est un élément structurel. Donc, après, il y a la cage d'escalier qui entoure l'escalier, bon, c'est un élément non structurel parce que c'est des éléments de remplissage. Mais la structure de l'escalier, c'est des paliers, des éléments en béton. Donc, c'est un élément structurel. D'accord, merci.
Ensuite, question suivante, donc ça concerne le diagnostic d'un bâtiment existant. Est-ce que le diagnostic des éléments non structuraux lors de ce grand diagnostic général est obligatoire ou facultatif? Et voilà, est-ce qu'il faut uniquement se concentrer sur les éléments porteurs ou justement les ENS rentrent obligatoirement en compte lors de ce diagnostic? Les diagnostics, ça dépend pourquoi il est fait le diagnostic. Est-ce que c'est un diagnostic volontaire? Est-ce que c'est un diagnostic qui est fait lors des travaux? Est-ce que c'est un diagnostic puisqu'on a changé de destination, ainsi de suite? Donc, tout dépend de quel type de diagnostic on parle. Mais n'empêche que pour un diagnostic général, lors des travaux, des choses comme ça, j'ai évoqué la semaine dernière quelles sont les choses à regarder en priorité. Mais n'empêche qu'effectivement, je donne l'exemple encore des façades fragiles, ce que j'appelle les façades fragiles, notamment les façades vitrées, ou peut-être des éléments que j'ai évoqués aujourd'hui, autres que les façades vitrées, comme je sais pas, les faux plafonds lourds, par exemple, ou la maçonnerie de remplissage. Bon, c'est des éléments qu'on regarde, mais ce n'est pas la priorité. Enfin, ça dépend du contexte. Mais au départ, la priorité, c'est les éléments de structure. Après, en fonction de la dangerosité de ces éléments non structuraux, évidemment qu'on peut se poser la question et regarder certains éléments plus en détail que d'autres. D'accord, merci. Du coup, question suivante. Est-ce que la participation des éléments non structuraux dans la résistance au séisme est prise en compte dans le calcul et dans la capacité dissipative du bâtiment? Ben, non, j'évoquais un petit peu ça à ce moment. Je disais que ces éléments, en principe, on ne les prend pas dans la modélisation. Donc, je donne l'exemple classique des bâtiments réalisés par nos amis italiens où on a vu quelques images où la structure principale est réalisée par des poteaux-poutres, un système de poteaux-poutres sans fonctionner forcément en portique, mais une structure de type poutre-poteau en béton armé. La partie, tout ce qui est cloison, tout ce qui est remplissage, on ne les intègre pas vraiment dans le calcul. Ça veut dire que malgré le fait que apporte évidemment de la rigidité au bâtiment, on ne les prend pas dans la modélisation. Donc, du coup, quelque part, on a une petite marge en termes de rigidité. Et de l'autre côté, effectivement, une fois que ces éléments vont être fissurés, ben, il n'apporte plus rien. Donc, du coup, on est plus près de la valeur calculée au départ de la période, des périodes propres du bâtiment. Et donc, il y a quelque part, on va dire qu'il y a un déplacement quelque part sur le spectre de calcul de la période propre si le temps de faire des réparations est long. Et si on a notre réplique qui est assez importante, notre tremblement de terre, c'est le cas en Italie, j'évoquais le tremblement de terre de Amatrice, il y a eu un séisme fort au mois d'août, et puis il y a eu si on peut encore appeler réplique, parce que c'était quelques mois plus tard, fin octobre. Et du coup, effectivement, il n'y a pas eu le temps de renforcer ou quoi que ce soit. Donc, du coup, la structure s'est comportée un peu à nu. Il y a eu certains bâtiments qui sont effondrés. Donc, en principe, tout ce qui est remplissage, on ne tient pas vraiment compte de la modélisation. C'est une petite réserve quelque part. De l'autre côté, il faut faire attention à comment on les attache pour ne pas faire plus du mal que du bien. D'accord. Ensuite, il y a une question concernant un terme donc, que vous avez employé à plusieurs reprises concernant le comportement de l'élément concerné. Une personne aimerait avoir une explication sur ce que vous appelez par le terme comportement. J'imagine la réponse du bâtiment, mais voilà, si vous pouvez donner un peu plus de Oui, c'est ça, c'est détails, le s'il vous comportement, plaît. c'est la réponse qu'un élément, que ce soit structurel ou non structurel, a par rapport à une sollicitation quelconque. Notre cas aujourd'hui, notre préoccupation, c'est les sollicitations produites par le séisme, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un problème d'exploitation du bâtiment, ça peut être du vent. Voilà. Donc, c'est effectivement, comme vous dites, c'est comment il répond à une sollicitation. Est-ce que ça répond bien? Est-ce que ça répond bien? D'accord. Merci. Ensuite, je pense qu'il y a une petite confusion au niveau du terme de l'utilité du spectre sismique.
Et quelqu'un aimerait savoir si un spectre sismique permet de structurer un bâtiment. Voilà, donc il y a plusieurs utilisateurs qui ont répondu à cette question aussi. Mais si vous pouviez donner quelques informations sur l'utilisation du spectre sismique. Encore une fois, je disais tout à l'heure, le spectre sismique, c'est un spectre enveloppe, c'est en fonction d'un enregistrement qu'on a réalisé depuis 100 ans, presque au niveau du réseau des accéléromètres en France. On essaie de bâtir un spectre qui peut répondre à tous les séismes de type, on va dire, entre guillemets, français, qui peut arriver, enfin, qui peuvent arriver sur le territoire français. Ça veut dire qu'en fonction des caractéristiques propres du bâtiment qu'on va concevoir, savoir à peu près où on en est et est-ce que, vu ces caractéristiques propres, est-ce qu'il se trouve dans une zone par rapport au séisme on attend sur le territoire et dans la zone respective où on va bâtir le bâtiment. Est-ce que ce bâtiment il va être plus ou moins en difficulté? Est-ce qu'il va être plus ou moins sollicité plutôt? Ça veut dire, est-ce que il est dans une zone, vu ses caractéristiques propres, qui se situe pas loin de la résonance. Hein, c'est ça, le spectre il nous dit, est-ce que la réponse du bâtiment par rapport à la sollicitation, est-ce qu'elle est proche, donc du coup, vu ses caractéristiques de la résonance ou pas. Autrement dit, deux bâtiments différents avec une structure différente, une hauteur différente, voilà, une concession différente, ils peuvent se comporter différemment au même endroit, au même séisme. Voilà. Autrement dit, pour faire simple, quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde, un bâtiment qui est très haut, ce n'est pas le séisme qui va le dimensionner, puisqu'il est très bas dans le palier du spectre. Donc, il va se déplacer beaucoup, mais les efforts ils vont être minimes. Ça va être le vent. Je m'occupe actuellement d'une tour qui se réalise au Maroc, à Rabat. Elle fait 250 mètres. À 250 mètres, effectivement, le séisme pose un problème de déplacement, mais les efforts sont beaucoup plus forts dus au vent. Donc, bon, le spectre, c'est quelque chose qui essaye d'appréhender les périodes propres du au séisme, donc de la sollicitation sismique, et voir comment notre bâtiment se situe par rapport à un séisme qui, on pense, va avoir ses caractéristiques spécifiques. D'accord. Ensuite, une question qui permet un peu d'ouvrir sur le futur et peut-être de rappeler un peu votre conclusion du webinaire dernier. Donc, la question porte pour savoir est-ce que les règles de calcul des efforts pour les éléments non structuraux sont définitives ou sujettes à être modifiées dans l'avenir et notamment dans une réforme de la réglementation? Selon mes échos, ce n'est pas forcément un chapitre qu'on va beaucoup toucher dans l'avenir, au moins en termes de leur code 8 qui va sortir en 2025, là, voilà, à peu près. C'est plus d'autres façons de faire. On va essayer au lieu de dimensionner les bâtiments selon les méthodes de force, on va dire quelque part. J'ai évoqué la semaine dernière hein, la force latérale. Il y a des méthodes finalement qui nous permettent de modéliser, de calculer le bâtiment, mais en essayant d'obtenir des efforts dus au séisme. Ça va être plus des méthodes qui vont être ce qu'on appelle les méthodes de placement. Et puis, on va avoir des différences par rapport à la catégorie ou à la classification des bâtiments selon la ductilité. C'est ça qui va changer, qui ne va pas simplifier vraiment les choses. Mais sur les éléments non structuraux, je ne pense pas qu'on va avoir quelque chose qui va être fondamentalement différent dans le reconduite, le prochain reconduite. Au niveau national, je pense qu'on a beaucoup d'autres questions, d'autres choses à traiter en priorité, notamment pour les bâtiments à structure béton armé ou d'autres, que les éléments non structuraux. D'accord, merci. Ensuite, porte une question qui, du coup, fait appel un peu aux ateliers qui suivent sur les différents matériaux utilisés. Mais en très bref, est-ce que vous pouvez faire un petit point sur savoir quels matériaux résistent le plus au séisme et est-ce que la qualité des matériaux, si elle est négligée, peut mettre en doute la structure d'un bâtiment? C'est une question très difficile. Quels sont les bâtiments qui se comportent le mieux? Encore une fois,
ça dépend de plein de choses. Ça dépend du type de séisme, ça dépend d'où on en est, au moins d'où on est né en France aussi. Ça dépend de la hauteur du bâtiment, ça dépend de ses caractéristiques propres. Pour moi, un bâtiment qui va répondre bien, qui va se comporter bien aussi, c'est un bâtiment qui est bien conçu, tout simplement. Après, vu que je suis quelqu'un qui est passionné, spécialisé en structure métallique, j'ai une petite penchement vers les structures métalliques, forcément. C'est pour un rappel que je peux vous faire, c'est que, encore une fois, comme on a vu un petit peu aujourd'hui aussi sur les éléments structuraux, les efforts qu'on estime qui vont être à transmettre dans le bâtiment, surtout horizontalement, sont en fonction du poids du bâtiment. C'est une fraction du poids du bâtiment. Donc, par exemple, chez moi à Pau, un bâtiment qui se situe en zone 4 sismique de sismicité avec une catégorie 2 d'importance, donc on va dire un bâtiment classique courant, on peut estimer que le torseur global, en termes de torseur global, l'effort horizontal qu'on peut approcher, qu'on peut estimer en bas du bâtiment, ça va être de l'ordre de 20-25% du poids du bâtiment. Donc, l'avantage des structures métalliques contre des structures bois par rapport au béton, c'est juste un petit avantage, c'est que quand vous avez 20-25% d'un poids d'un bâtiment qui est en structure métallique ou bois, c'est beaucoup moins en termes d'effort sismique, juste par la différence de poids. Après, je veux dire, on peut construire des bâtiments très importants, de hauteur très importante. Le bâtiment que j'évoquais tout à l'heure, de 250 mètres que j'ai à contrôler au Maroc, il est mixte, ça veut dire qu'il y a un noyau en béton armé, des planchers collaborants et une structure de façade tridimensionnelle métallique. Donc, il y a le métal qui collabore bien avec le béton. Le Burj Khalifa, la tour la plus haute que j'évoquais tout à l'heure au Dubaï, pareil, c'est une structure plutôt béton et pourtant se comporte très bien avec 800 mètres, avec du vent, évidemment, 800 mètres, un peu de séisme parce que c'est une zone faible, mais quand même un peu sismique. Donc, je pense qu'un bâtiment qui se comporte bien, c'est un bâtiment qui est bien dimensionné, qui est bien peut-être conçu par rapport à une situation, un emplacement spécifique, à une hauteur spécifique. Voilà. L'idée, c'est de ne pas apprendre bien ces périodes propres pour savoir où on en est par rapport au palier du spectre que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà, bien gérer les efforts, les transmissions des efforts dedans. Merci pour cette précision sur les différents matériaux. S'ensuit une question, vu qu'on a encore un petit peu de temps, une question qui est assez technique et qui sort un petit peu du contexte des éléments non structuraux. Donc, si vous ne souhaitez pas y répondre dès à présent, vous n'hésitez pas à me le dire. Ça concerne les fondations. Donc, quelqu'un pose une question sur quelle fondation recommandez-vous pour un ouvrage de 5 niveaux, donc un bâtiment scolaire, afin de résister aux ondes de compression et de cisaillement. Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner sur quel type de fondation utiliser ou vous préférez répondre ultérieurement à cette question? Non, c'est pas trop mon domaine de compétences, les fondations, mais je pense que c'est intéressant de parler de fondations parce que je disais un petit peu la semaine dernière, un séisme qui arrive en bas de notre bâtiment, il va avoir trois filtres, premier deux, trois filtres. Ça va être le premier filtre, c'est le sol. On a évoqué la qualité du sol. Le deuxième filtre, c'est le bâtiment lui-même et notamment, ça passe par les fondations. Alors, les fondations des bâtiments qui fait 4-5 niveaux. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est très haut. Je ne sais pas si c'est un bâtiment d'habitation ou quoi. En principe, je vous rappelle qu'une Ce des serait règles pour un bâtiment scolaire, apparemment. scolaires, pardon. Peu importe, mais je veux dire, c'est pas très haut. Je suppose que c'est un bâtiment en structure béton ou maçonnerie. On n'a pas précisé, mais n'empêche que je vous rappelle une règle super importante de l'Eurocode 8, et c'était déjà le cas en PES 92. C'est que peu importe les types de fondations, par exemple, on peut faire des fondations isolées. Si c'est des murs, ça va être des fondations plutôt semelles longues. Mais si c'est, par exemple, pour un bâtiment spécifique, on a ce qu'on appelle les semelles isolées, on a une règle qui dit qu'il faut relier ces fondations entre elles sur un réseau bidirectionnel. Donc, il faut relier les fondations dans tous les cas, même s'ils sont isolés, qui ne sont pas des semelles continues. Il faut les relier par des longrines ou par des bêches, on appelle différents termes.
Donc, de toute façon, même si c'est des fondations isolées, il faut les relier entre elles. D'accord, je vous remercie pour cette précision. Et peut-être une dernière question pour terminer le webinaire, donc qui porte sur la nature du sol et l'accélération. Est-ce que l'accélération est homogène, quelle que soit la nature du sol? C'est une bonne question. On est bien obligé de faire des approches là-dessus. C'est encore un domaine qui n'est pas forcément le mien de compétences, mais évidemment que, encore une fois, les accélérations et les ondes qui arrivent, vous avez vu, il y a plein de types de ondes différentes. Ce qui nous font le plus mal, c'est les ondes de cisaillement. Elles vont être plus ou moins simplifiées, encore une fois, en fonction du sol. Après, encore une fois, il y a le deuxième filtre qui est le bâtiment qui va les amplifier plus ou moins. Donc, après, s'il s'agit d'un bâtiment très long, ça peut être intéressant, la question peut être encore plus intéressante parce que si on a un bâtiment, je dirais, on peut avoir couramment des bâtiments qui font 100 mètres. On peut imaginer que d'un bout à l'autre du bâtiment, les ondes, les accélérations, le comportement n'est pas tout à fait le même. Même le sol, certainement qu'il n'est pas tout à fait le même. Donc, on est bien obligé de faire des approximations et d'essayer d'appréhender les phénomènes qu'on peut pour trouver des méthodes de calcul, de modélisation et d'appréhender les efforts et les transmettre pour le mieux possible. Et juste tout à l'heure, je crois que je n'ai pas répondu à un morceau de la question d'avant. Là, on parlait de la qualité des matériaux. Évidemment que la qualité des matériaux est importante. Donc, si on respecte, parce que dans les Eurocodes, on parle également il y a des définitions. Je vais revenir sur les structures métalliques la prochaine fois. L'Eurocode 3, par exemple, sur le métal, demande un certain nombre de facteurs, de paramètres à respecter pour avoir une qualité raisonnable pour construire un métal. Donc, c'est la même chose en béton, c'est la même chose en maçonnerie. Donc, évidemment, la qualité. C'est pour ça que, par exemple, moi, dans mon domaine plus de compétences qui sont, encore une fois, les structures métalliques, je demande ce qu'on appelle les certificats de matière. Ça veut dire que, comme on a de l'acier qui arrive un peu partout, je ne vous cache pas que souvent on a de l'acier qui arrive de l'Inde ou de Chine, ce n'est pas tout à fait les mêmes aciers que nous, on a en Europe, en communauté européenne. Donc, évidemment que j'essaie chaque fois de demander des certificats de matière, de vérifier que la composition des aciers est de qualité adéquate pour construire avec. Donc, forcément, la qualité joue, bien sûr, bien sûr. On a vu des photos, et la semaine dernière, et un tout petit peu aujourd'hui, la qualité de tout. Hein. La qualité, c'est le mot clé, la qualité de ce qu'on fait, la qualité de notre travail, la qualité de réalisation sous chantier qui devient de plus en plus compliquée à gérer, la qualité des matériaux parce qu'on essaie d'acheter pas cher. Voilà, donc, la qualité, c'est super important, vous avez raison, sur toute la chaîne. Oui, ça paraissait assez évident, mais cet Ouais. apport quand même permet de clarifier un peu mieux. Voilà, donc on arrive au terme de cet atelier. Donc toutes les questions qui n'ont pas encore été traitées, enfin, il en reste que quelques-unes, on vous répondra dans les prochains jours par retour de mail. Donc déjà merci Monsieur Balgiou pour cette présentation et pour les multiples questions auxquelles vous avez répondu. Donc voilà, on remercie aussi nos partenaires ainsi que bien vous, tous les participants qui ont permis de rendre vivant cet atelier. Et donc voilà, on vous propose il est toujours à temps de vous inscrire pour les prochains ateliers que nous organisons. Donc le prochain sera mardi prochain de 13 à 15 heures comme aujourd'hui et portera sur les structures en béton maçonnerie. Donc voilà, on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail par type de matériaux. Donc voilà, et s'en suivra donc un atelier spécifiquement sur les structures en métal, puis en bois, et enfin un atelier sur le renforcement de l'existant à proprement parler. Donc voilà, donc nous vous remercions encore une fois, et puis voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains ateliers en espérant vous y retrouver. Merci. Merci. Merci Merci, aussi à tout le monde. Et puis, je vais essayer de répondre aussi vite que possible. ça marche, merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Merci.